Quand Larry Austin, propriétaire d'une salle de cinéma, rencontre James Van Sickle, il croit avoir trouvé l'homme de sa vie. Larry croyait qu'il était un cadeau des dieux. Malheureusement, les scénarios hollywoodiens ne connaissent pas toujours une fin heureuse. À un certain moment, il était clair que leur relation était devenue très tendue. C'est la vraie histoire d'une relation instable entre un arnaqueur Il devait tromper ces gens en les convainquant qu'il les aimait. et un homme qui réalisait ses fantasmes. Il m'a dit que Dieu allait le protéger. Hollywood, 1997. Le tueur à gages Christian Rodriguez est vêtu comme un méchant d'un classique hollywoodien. Et Lawrence Austin, un homme d'âge mûr qui adore ces vieux films, s'apprête à mourir. Son meurtre a été planifié par l'homme qu'il aime, James Van Sickle. L'histoire de Larry Austin et de James Van Sickle est l'histoire de deux rêveurs. C'est une histoire d'amour digne d'Hollywood et un récit édifiant. Larry rêve d'un amant plus jeune que lui, mais James nourrit ses propres ambitions. Leurs rêves deviennent réalité. Alors pourquoi cette histoire est-elle si tragique? Larry est propriétaire d'une salle de cinéma qui se consacre à présenter des films muets et à faire connaître l'histoire d'Hollywood. Larry Austin aimait être unique en son genre. Personne d'autre ne présentait de films muets. Il adorait l'attention et plusieurs grandes vedettes fréquentaient sa salle de cinéma. Il en était ravi. À l'intérieur de cette salle, il représente un lien vivant avec ce glorieux pan de l'histoire. On reprenait la même routine tous les soirs. Il descendait l'allée tandis que je jouais la marche de Pomp and Circumstance. C'était un homme d'un éclat pompeux et solennel, mais c'est parce qu'il croyait présenter des œuvres de grande importance. Et c'était le cas. C'était le cas. Welcome everyone to the world's only silent movie theater. Larry Austin avait le sens de la mise en scène. Il aimait présenter ses films aux spectateurs. Il prétendait que sa famille faisait partie des pionniers du cinéma à Hollywood. Il disait que son père était acteur et sa mère était la couturière en chef de Cecil B. DeMille. J'étais impressionné. Tonight we're going to show Rien de tout cela n'est vrai, mais à Hollywood, c'est la présentation qui compte. Il suffit de jouer le rôle pour qu'il nous appartienne. Il lui manque une seule chose, un acteur principal pour jouer à ses côtés. Un soir, son prince charmant apparaît dans toute sa splendeur. Il s'agit de James Van Sickle. Larry a rencontré James par l'entremise d'un ami. Il avait besoin d'aide pour repeindre la salle de cinéma. Et son ami a demandé à James de l'accompagner. C'était un grand gaillard qui devait être sublime à l'époque où il s'entraînait tous les jours. Il avait de larges épaules, des bras musclés et un beau visage. C'était un bel Américain, mais il était plutôt corpulent. James me rappelait un garçon de campagne, un fermier. Il souriait beaucoup et observait les gens de près. Et c'était un grand dragueur. Il aimait séduire tout le monde. James Van Sickle ne plaît peut-être pas à tout le monde, mais c'est l'homme parfait pour Larry. Larry m'a dit qu'il le trouvait de son goût et qu'il était très séduisant.
C'était un peu touchant, puisque James n'avait plus l'étoffe d'un séducteur. Il était beaucoup trop corpulent. Seul un homme qui se sentait seul et qui possédait la passion et l'imagination nécessaires pouvait entrevoir l'Adonis qui se cachait en lui. Le rêve de Larry devient enfin réalité. Grâce à son nouvel amant, il semble choyé. Sa grande passion, la salle de cinéma, n'engrange pas énormément d'argent. Mais il aime son travail. Il possédait des centaines de bobines de films muets. Certaines d'entre elles étaient des œuvres originales sur celluloïd. C'est une magnifique forme d'art. Il faut s'exprimer avec ses yeux, ses mains et ses gestes. Dans bien des cas, les images sont plus puissantes que les paroles. Larry Austin a eu la joie d'acquérir cette collection de films et d'y ajouter des œuvres. Il prenait plaisir à dénicher des films rares et à les présenter à ses spectateurs. Il adorait ça. Larry Austin a présenté des films muets au public pour la première fois à l'Église mormone et il a beaucoup aimé ça. À première vue, James Van Sickle est l'homme dont a besoin cette salle de cinéma vieillissante. Il veillait aux tâches dont Larry était incapable de s'occuper. Larry n'aimait pas salir les mains et James vaquait au nécessaire. Quoi de mieux qu'un homme à tout faire, séduisant? L'attirance physique était palpable et Larry croyait qu'il était un cadeau des dieux. En peu de temps, Larry conclut que James serait tout aussi formidable à la maison. C'était une relation purement sexuelle. C'était un arnaqueur plus jeune qui s'est imposé chez un homme plus âgé qui était amoureux de lui. Tous les ingrédients y étaient pour créer une catastrophe. Larry ignore le passé de son jeune amant qui sort de prison après avoir purgé une peine de 6 ans pour avoir battu sauvagement son amant beaucoup plus âgé, le laissant à moitié mort. La victime était un homme plus âgé, tout comme Lawrence Austin. C'était un riche homosexuel qui a pris James sous son aile, qui lui a procuré tout ce qu'il voulait et qui prenait bien soin de lui. Puis, un jour, James s'est mis en colère contre cet homme et l'a frappé à la tête à coups de marteau. Il offrait des faveurs sexuelles à ces hommes pour gagner leur confiance et bâtir une relation. Il a connu beaucoup de succès, mais en même temps, il entretenait une grande haine. Dès son premier interrogatoire, James Van Sickle dévoile sans équivoque ce qu'il pense des hommes qui séduisent des amants plus jeunes qu'eux. I think they're all scum, okay? They're scum of this earth, and I would try to win their trust, all right, to a certain extent to where I could get within their residence, get them alone to where I could do what I felt I needed to do to them in order to punish them. Pour le moment, Larry nage en plein bonheur. Larry adorait subvenir aux besoins de son homme, un peu comme Mae West le faisait d'ailleurs. Il l'admirait énormément et tenait toujours à lui faire plaisir, en lui préparant ses mets préférés, entre autres.
Il pensait continuellement à James et comment lui plaire. Je me suis rendu compte que Larry était follement amoureux. James jouait le rôle dominant dans sa relation avec Larry, ce qui faisait amplement son affaire. Il aimait être en compagnie d'un homme fort. Les hommes comme Larry recherchent des hommes comme James, qui les dominent sexuellement. James devait assouvir les besoins sexuels de Larry pour maintenir son emprise sur lui. James ne perçoit pas son lien avec Larry comme une relation. C'est plutôt un boulot. Et James s'en acquitte très bien. Il est si talentueux que Larry ne se doute jamais que James n'est pas homosexuel. Quand je lui demandais s'il aimait ça, il était évident que non. Je l'ai toujours perçu comme un hétérosexuel. Il se dit offusqué par l'homosexualité, mais n'hésite pas à la pratiquer. C'est comme s'il restait à l'extérieur de la relation. Il observe le tout et réussit à garder ses distances. Il n'accepte pas du tout Larry comme son partenaire amoureux et sexuel. Quand on examine la situation de plus près et qu'on lui demande s'il était amoureux et s'il embrassait les hommes, il se dissocie de son comportement. Il s'affiche comme un hétérosexuel viril. James Van Sickle cache bien son jeu. Et Larry Austin sait prendre une bombe à retardement. Vendredi 17 janvier 1997. La salle de cinéma présente Sunrise. Un drame romantique dont l'intrigue tourne autour d'un complot meurtrier. Le tueur à gages Christian Rodriguez est au cinéma pour transformer une histoire d'amour en meurtre sordide. Une histoire d'amour n'est pas censée se terminer par la mort d'un homme. Retournons 7 ans plus tôt. Larry croit que son jeune amant l'aime et l'admire. Il croit également que James partage sa passion pour les films muets. C'est faux. Il n'avait aucun intérêt pour le cinéma. Il faisait semblant d'aimer les films muets et d'être un passionné du cinéma. Il exploitait l'ego démesuré de M. Austin. Ce dernier prétendait tout connaître du cinéma muet et de ses vedettes et prétendait avoir rencontré Mary Pickford, Buster Keaton et d'autres vedettes du cinéma muet. Il se prenait pour un expert. Un bon arnaqueur sait exploiter l'ego de sa victime. Par contre, James accepte mal les ordres. Il travaille à la salle de cinéma et Larry est son patron. Quand James travaillait au cinéma, il devait répondre aux ordres de Larry. Le cinéma était le bijou de Larry et tout passait par lui. Il ne verse aucun salaire à James. Il le traite comme un enfant en lui donnant une allocation et des cadeaux. Larry Austin voulait tout régenter et il aimait tenir James Van Sickle sous sa coupe. Il lui donnait suffisamment d'argent pour survivre, mais pas assez pour qu'il vole de ses propres ailes. L'amour aveugle bel et bien Larry. Il croit que James n'a besoin que d'une main ferme pour le guider. Larry traite James comme un enfant. Et c'est une très mauvaise idée de rappeler à James son enfance. James a été élevé dans un foyer turbulent. Ses premiers souvenirs sont peuplés de sévices et de mauvais traitements. On le faisait se sentir indésirable. Lorsque ses parents divorcent et que sa mère se remarie, la vie de James se détériore. Son beau-père a ses propres enfants et la famille reconstituée est toxique.
James raconte son enfance. My early childhood was very, very difficult. We were, extremely poor people, and so there was a little bit of sibling disparity. Quelqu'un devait partir, et c'était James. It was a heart-wrenching moment. I remember everybody was crying, and I was shaking like a leaf. It terrified me, and I was begging not to go. C'est ma faute. Je l'ai abandonné et je n'aurais jamais dû faire cela. James aboutit dans un foyer chrétien pour enfants où les parents les abandonnent parce qu'ils n'en veulent plus ou n'ont pas suffisamment d'argent. Ces enfants apprennent non seulement à respecter Dieu, mais à craindre les gens qui y travaillent. Je croyais qu'elles étaient de bonnes personnes, alors qu'elles abusaient de mon fils. There was 6 perversions that went on, okay? It first began with the oral copulation. It wasn't until my 13th year was when he started going in a different direction. This guy was a monster, and there was no way you could escape him at my age. Ces gens étaient censés être chrétiens. Ils ne l'étaient pas. On ne commet pas de tels gestes sur des enfants. James aboutit au foyer pour enfants à 10 ans. Il en ressort à 15 ans. Il était turbulent et on ne pouvait plus le maîtriser. Le moindre geste pouvait déclencher une explosion. Dès qu'il est assez vieux, Van Sickle s'enrôle dans le corps des Marines. Il est colérique et instable. Il m'a dit que dans les Marines, il y avait des hommes comme son agresseur. Il est rapidement destitué et aboutit dans les rues de Los Angeles. Sa seule compétence, il l'a apprise au foyer pour enfants. On peut échanger son corps contre un repas et un bain chaud. James Van Sickle devient un arnaqueur. Il se prostituait auprès des hommes pour survivre. Pour survivre ou pour se venger? L'amant qu'il a sauvagement battu n'était pas sa première victime. Plusieurs arnaqueurs sont hétérosexuels, mais ils deviennent vite confus au sujet de leur orientation sexuelle, puisque leurs clients sont les seuls qui leur démontrent de l'affection. Leur colère, leur ressentiment et leur frustration peuvent s'accumuler. James est le genre d'homme que je ne peux pas blairer. Je peux reconnaître un profiteur dès le premier coup d'œil, et je sais repérer un escroc. J'ai vite compris qu'il était égoïste et que l'on devait se méfier de lui. Après 2 ans de vie commune avec Larry Austin, James lui en veut parce qu'il ne lui donne pas de salaire. Il résout le problème lui-même. À un moment donné, il était clair que leur relation était devenue très tendue. L'argent était en cause. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Mais James Van Sickle n'est pas le seul dans cette relation à cacher un passé sordide. Larry a lui-même purgé une peine d'emprisonnement de 2 ans pour détournement de biens. Suite à sa libération, il prend possession de la salle de cinéma qui appartenait jadis à une femme âgée. Larry a réussi à la convaincre de lui céder la salle. Larry Austin était un homme un peu louche. Je pense qu'il a caché certains faits, et personne ne sait vraiment comment il a convaincu cette femme de lui céder la salle de cinéma. S'il s'agissait d'une escroquerie, il s'en est sorti. Il est maintenant le gardien d'un pan de l'histoire hollywoodienne. Il est un homme d'affaires prospère.
Larry est doué pour obtenir ce qu'il veut et ne semble pas éprouver d'ennui à satisfaire son jeune amant. Larry et James sont deux arnaqueurs à la poursuite de leurs rêves. Comment cette histoire a-t-elle pu mener à un conflit? Larry offre à James une vie aisée et une nouvelle camionnette. Que peut-il bien vouloir de plus? Malheureusement, la vie est assortie de conditions. La camionnette appartient plutôt à Larry. Lorsque James se libère de ses conditions et déniche un emploi, il se porte pour le mieux. Les gens l'aiment, il gagne un bon salaire et ses employeurs l'apprécient. Il gère une petite usine de luminaires et engage un dénommé Christian Rodriguez à l'expédition. Souvenez-vous de lui, ce n'est pas la dernière fois que nous le verrons. Rodriguez était un pauvre jeune homme qui avait l'esprit un peu lent. Il était marié et avait des enfants. Mettre des luminaires dans des boîtes est trop compliqué pour Christian et il est renvoyé. Entre-temps, Larry tente de convaincre James de revenir à la salle de cinéma. Il atteint son objectif en lui offrant des parts dans l'entreprise ainsi que l'emploi de projectionniste. James tente de maîtriser son tempérament, mais ça ne peut pas durer. I tried for several years to maintain. I would totally destroy personal property. I mean, it was like a tug-of-war type thing with me. Larry m'a appelé en me disant que James faisait de nouveau des siennes. Quand je lui ai demandé ce qui se passait, il m'a répondu qu'il voulait de l'argent et que s'il ne l'obtenait pas, il allait tout casser. C'est une soirée comme les autres à la salle de cinéma muet de Hollywood. Mais Rodriguez, qui s'improvise tueur à gages, compte briser le silence grâce à l'arme à feu de calibre 357 qu'il a apportée avec lui. D'ailleurs, Rodriguez sera le clou du spectacle et l'assistance ne l'oubliera jamais. Avant cette soirée fatidique, la relation amoureuse de Larry Austin et de James Van Sickle est à la dérive. Ils forment un couple depuis 6 ans, mais leur chemin est parsemé d'embûches. La relation se désintégrait et Larry avait refusé de lui prêter une somme considérable d'argent. J'étais à l'extérieur de la salle, avant la représentation, et il semblait furieux contre Lawrence. Il a tenu des propos du genre « Ce vieillard ferait mieux d'être prudent, sinon il finira un jour par mourir. » Il était préférable de se tenir à l'écart de James. Il était gentil, mais en l'observant de plus près, on constatait certaines tendances sociopathes. Et on se demandait si on devait le prendre au sérieux. Il ne fallait surtout pas se lier d'amitié avec lui. James recrute 2 voyous pour cambrioler la salle de cinéma. En cambriolant le cinéma, James nous a tous perturbés. Son geste était complètement fou et terrifiant. James peine à maîtriser ses émotions, mais il n'est pas un idiot. Il présente ses excuses à Larry et lui offre de faire la paix. Il prétend que ses complices l'ont forcé à agir de la sorte. Larry avale son histoire. Larry était amoureux et cherchait une excuse pour lui pardonner. C'était d'une tristesse et d'une complexité inouïe. La situation était extrêmement instable.
Larry était irrésistiblement attiré par James. Il ne pouvait pas s'en empêcher. Larry éprouvait l'envie profonde de rester avec James, même s'il flairait le danger. Ceci démontre un attachement sexuel et émotif dont il est difficile de se départir. Pour calmer le jeu, Larry surprend James avec un cadeau dont il a toujours rêvé, la sécurité financière. Il rédige son testament et désigne James comme seul héritier. La salle de cinéma et les archives valent $1 million. Larry ressentait sûrement un grand attachement envers James. Pour quelle autre raison aurait-il accepté de léguer tout ce qu'il restait de son empire financier à James après sa mort? Malheureusement, aux yeux de James, la valeur de Larry serait beaucoup plus grande si ce dernier était mort. Évidemment, il n'avait jamais songé à cela. Good morning, James. Le lendemain matin, Larry se rend compte de son erreur. That will. Let me keep it somewhere safe. It's safe? Right here. La décision d'inclure James dans son testament a probablement été l'élément déclencheur. James pouvait maintenant prendre avantage de cet homme, comme bon lui semblait. Ce testament a peut-être sonné le glas. C'est le point culminant de tous les efforts de James pour se rendre jusque-là. Il avait enfin atteint son objectif et Larry lui assurait la sécurité financière. Il pouvait songer à se débarrasser de lui. Pour Larry Austin, le conflit se termine et il se détend. C'est un retour à la normale. Mais Larry ne se doute pas de l'enfer que vit James. Le testament en poche, James donne libre cours à sa rage. Un soir, ils se sont disputés violemment. James s'est emparé du téléphone et s'est mis à étrangler Larry avec le fil. Larry était convaincu qu'il allait mourir. I did almost kill him, kind of put the brakes on what I really wanted to do to this person. It's hard to explain what goes through my mind. James ne songe pas un instant que son comportement envers Larry est criminel et qu'il vient de commettre une agression. Larry appelle les policiers, mais refuse ensuite de porter plainte. J'ai dit à Larry que la situation m'inquiétait et que j'avais peur pour lui. Il devait absolument entreprendre les démarches nécessaires pour se protéger. Larry refusait de reconnaître le danger dans lequel il se trouvait et que la situation dégénérait rapidement. Il m'a dit que Dieu allait le protéger. James craint que cette dernière dispute ne convainque Larry de le laisser. Il doit agir rapidement. La panique. C'est la raison pour laquelle un arnaqueur au tempérament violent devient un individu qui peut planifier un meurtre. Mais pas question de le commettre lui-même. Il embauche un tueur à gages. Il appelle son ancien collègue, le simple d'esprit, Christian Rodriguez. Ce dernier admire James. Il doit subvenir aux besoins de sa famille et est incapable de trouver un emploi. Ça tombe bien. I don't know if you could say I snapped, is that I had a desire, an overwhelming desire to punish Lawrence Austin, okay? And I began talking about it to friends, you know, anybody that would listen. I would, man, I hate this person, man. This person's a scumbag. Il fait bien plus que le traiter de tous les noms. Il donne un plan détaillé à Rodriguez. James Van Sickle lui a dit quoi faire, et lorsque Van Sickle donnait un ordre à Christian, ce dernier obéissait.
James a dit à Christian que si leur plan s'avérait un succès, il serait gagnant. James serait riche et Christian deviendrait son complice. Il lui promettait une meilleure vie. Hollywood, janvier 97. James Van Sickle décide d'éliminer son amant de longue date. Il approche son ancien collègue Christian Rodriguez avec une proposition. Rodriguez n'avait aucun antécédent criminel. Mais lorsque Van Sickle l'a tenté avec l'argent, l'idée l'a rongé jusqu'à ce qu'il décide de s'impliquer. Selon moi, Rodriguez n'a pas sérieusement réfléchi avant d'agir comme il l'a fait. Comment a-t-il pu croire qu'il pouvait s'en sortir? Christian Rodriguez est un individu très simple d'esprit. Larry Austin redoute l'avenir. Son rêve se transforme en véritable cauchemar. 2 ou 3 semaines avant qu'il ne soit assassiné, Larry m'a dit qu'il avait peur de James et qu'il s'était procuré un téléphone cellulaire au cas où James sectionnerait la ligne téléphonique pour l'empêcher d'appeler à l'aide. Il m'a dit que si quelque chose lui arrivait, James en serait le responsable. He's a scumbag, okay? And I knew I couldn't do it, okay? I mean, if I did it, everybody would know. I thought about doing something, you know, in the theater, doing it dramatic, all kinds of things. James a fait bien plus qu'imaginer des scénarios. Il a réussi à se convaincre que Larry doit mourir. Il cherche à punir les gens comme Larry Austin parce qu'il veut se venger des hommes qui lui ont fait du mal par le passé. James choisit le vendredi 17 janvier 97 comme jour de la mort de Larry. Le cinéma sera achalandé et Larry sera occupé. Le mardi, il révise le plan avec Christian Rodriguez. Le tueur à gages fera semblant de cambrioler l'endroit. Rodriguez obtient une arme à feu, mais pas un sou. C'est incroyable qu'il ait accepté de commettre le crime avant de recevoir un sou. Il croyait vraiment que James Van Sickle allait le payer. En d'autres mots, il a commis ce crime à crédit. Il a fait cela à crédit. Trois soirs plus tard, Christian Rodriguez se rend au cinéma. La démarche démontre la théâtralité et la personnalité de Van Sickle. Il aimait maîtriser la situation et voulait créer un scénario dramatique. Il s'est dit que si Rodriguez portait des vêtements foncés, il s'échapperait plus facilement et les gens ne le reconnaîtraient pas. La soirée a commencé comme prévu. Larry a descendu l'allée sous les airs de Pomp and Circumstance, puis il a présenté le film. Lawrence Austin souhaite la bienvenue à l'assistance pour la dernière fois. On a présenté un court-métrage, puis on a commencé le deuxième court-métrage intitulé School Days, une comédie mettant en vedette Larry Seaman. Christian Rodriguez n'a jamais abattu qui que ce soit. C'est sa grande première et il a le trac. Il était très nerveux. Il s'est levé pour aller aux toilettes et il avait peur. Il ignorait s'il allait passer à l'acte. Puis,
Il s'est mis à penser à son épouse et à son enfant. Il n'avait pas d'argent pour acheter des couches. C'est ce qui l'a convaincu de commettre le crime. Il s'est dirigé vers le comptoir de friandises. I need to see your manager. Il a dit qu'il voulait acheter une série de billets pour une présentation ultérieure. Au même moment, M. Austin s'est dirigé vers le comptoir. Rodriguez a sorti son arme à feu et a exigé de l'argent. M. Austin a immédiatement obtempéré et a mis l'argent dans un sac de papier. Rodriguez s'est penché vers le comptoir pour s'approcher de la victime et a pointé l'arme à feu sur la tête d'Austin. Larry Austin croit qu'il est victime d'un vol. C'est sa dernière illusion. Dans la salle de cinéma, les spectateurs se bidonnent devant le court-métrage comique School Days, qui raconte l'histoire d'un petit dur à cuire qui a enfin ce qu'il mérite. Dans le foyer, une autre histoire de vengeance a lieu. Mais celle-ci est tragique. À 1,5 mètre, on peut rater son tir par nervosité, mais à une dizaine de centimètres, impossible de rater son coup. Le loyer et les couches du bébé lui importaient plus que la vie de M. Austin. À ce moment, il est devenu un tueur insensible. Selon le scénario, il ne doit y avoir aucun témoin. Dommage pour la biétiste, Mary Giles. Il s'est tourné vers Mary et a tiré à bout portant. Par miracle, sa blessure n'est pas mortelle. Je crois que c'est un miracle de Dieu. 1 centimètre à gauche ou à droite aurait pu faire la différence. J'ai entendu une série de bruits secs en provenance du foyer. Je croyais qu'il s'agissait de pétards. Je me suis retourné et j'ai cessé de jouer. Puis j'ai entendu d'autres bruits secs. Un homme est entré dans la salle et s'est mis à tirer comme un fou. Il s'est enfui dans la ruelle jusqu'à sa voiture qui se trouvait à 2 coins de rue de là. Dès qu'il est sorti par la porte arrière, j'ai couru vers le foyer et j'ai découvert Mary. Lawrence avait reçu la balle dans l'œil. John Miller est le premier enquêteur à se présenter sur les lieux. À première vue, il s'agissait d'un vol. L'individu avait saisi l'argent et abattu le personnel derrière le comptoir. Ce qui était étrange, c'est qu'on l'avait abattu à bout portant. Il est mort sur le coup, mais a reçu 2 autres balles à la jambe. Selon nous, c'était illogique. Le projectionniste semble empressé de lui venir en aide. Il m'a dit qu'il était dans la cabine de projection, avait entendu les coups de feu et avait déclenché l'alarme. Cependant, il n'avait rien vu. Tout était terminé lorsqu'il est sorti de sa cabine. Mais il cache une information. Il n'a jamais mentionné sa relation amoureuse avec Larry Austin. Il disait qu'ils étaient de bons amis, qu'il l'admirait puisque les 2 hommes avaient une grande passion pour les films muets. Il détestait Larry et il voulait sa mort, mais il a manipulé la situation de façon à avoir l'air d'un témoin innocent et non du coupable. Environ 1 heure après le meurtre, James m'a dit qu'il voulait rouvrir le cinéma avec moi et le gérer comme Larry l'aurait voulu.
Sa désinvolture me semblait bizarre, puisque son amant venait d'être assassiné. Aux funérailles de Larry, James agit comme porteur. Une ère tire à sa fin. On a perdu un homme voué à la préservation des films muets, voué à l'histoire du cinéma. Il a disparu. Le lendemain, lorsque l'enquêteur John Miller fouille l'appartement de Larry, il découvre le testament. C'était bizarre qu'il ait rédigé un testament et qu'il l'ait numérisé. Il avait tout légué à James, qui, à notre connaissance, n'était que le projectionniste. Les policiers diffusent un portrait robot de Rodriguez qui est si précis que ses proches le reconnaissent immédiatement et appellent les policiers. Rodriguez passe aux aveux et incrimine James. Notre enquête nous a permis de conclure que Van Sickle, seul héritier de M. Austin, dont la succession vaut plus d'1 million de dollars, a engagé Rodriguez pour tuer Austin en échange de 25 000 dollars. Lorsque James a été mis en état d'arrestation, j'étais étonné et j'ai éprouvé une grande tristesse. J'étais triste pour lui, pour Larry, pour le cinéma et pour les cinéphiles. Les deux hommes sont reconnus coupables de meurtre, mais échappent à la peine de mort. Ils écopent d'une peine de prison à vie sans possibilité de libération. Jusqu'à ce jour, James Van Sickle continue à clamer son innocence. Never did it. I did not hire this guy to do it. Personne ne le croit. C'est pour cela qu'il nous parle depuis sa cellule en Californie. La mère de James Van Sickle est condamnée à sa propre peine, puisqu'elle songe à ce qu'elle aurait pu faire autrement. Je pense qu'il est victime de son propre esprit. Il refoulait tant de colère qu'il voulait faire du mal aux gens. Je veux que mon fils trouve la paix. Il y a peu de chances que cela se produise. Cet homme a vécu une enfance terrible, mais rien ne peut pardonner un meurtre sordide. Larry Austin ne méritait pas de mourir. Il rendait les gens heureux. Et je pense qu'il serait très reconnaissant envers les gens qui ont aimé sa salle de cinéma muet et qui l'appuyaient.